Bien. À l'aube donc de quelques jours avant les examens importants que vous allez affronter à partir du 16 novembre, je vous ai dit qu'il y avait 3 revues indispensables pour votre lexique documentaire. C'est la revue fiduciaire comptable que nous allons parcourir ce matin sur les 3 dernières années. Je pouvais aller plus loin, mais j'ai dit non, ce n'est pas la peine. Nous allons ensuite regarder le corrigé du DSCG qui n'a pas été corrigé intègre de 2021, UV1, et nous allons regarder aujourd'hui le DSCG État UV4 qui a beaucoup de points communs avec votre UV2. Et nous reviendrons sur les corrigés officiels des années. C'est pour ça que j'ai demandé 3 heures ce matin pour faire tout cela. Je vous demande dans un premier temps, s'il vous plaît, de prendre la revue fiduciaire comptable que vous avez dû, fiduciaire j'ai bien dit, hein, comptable, que vous avez dû automatiquement prendre dans le téléchargement. Ce n'est pas la première fois que je vous remets le téléchargement des revues fiduciaires. Hein. Ça, je suis sûr que je vous l'ai envoyé au moins à 3 reprises. Mais ce n'est pas grave, je vous l'ai encore envoyé ce matin pour que vous ayez ces revues fiduciaires comptables à votre disposition pour l'année 2019. D'abord, et nous allons regarder pour l'année 2019 rapidement les éléments qui concernent cette époque de l'année, bien sûr, 2019 et en particulier le mois de janvier. Je vais rapidement donc regarder le mois de janvier 2019 et faire le tour d'horizon et vous insister sur les difficultés et les points sur lesquels cela me paraît très important. Je vous rappelle que le dossier de janvier 2019, c'était le gros dossier, la valorisation des entreprises par les multiples, les recommandations de mise en œuvre. Je vous ai fait remarquer également que cette année, vous aviez une formation qui était à la fois organisée par le Conseil des experts comptables et la compagnie sur les évaluations d'entreprises qui ont lieu dans le courant du mois de novembre. Je ne sais même pas si ce n'est pas le 15 novembre. Bon, bref, c'est difficile pour vous d'aller à Paris, mais tout ça vous rappelle les recommandations. Je vous rappelle, sans rentrer dans trop de grands détails ici, que nous avons, bien sûr, beaucoup d'informations dans les revues fiduciaires comptables. N'ayez pas peur, je ne vais pas tout relire, je vais simplement rappeler les points importants de chaque mensuel. Vous avez en particulier le règlement de l'ANC qui rappelait dans ce numéro de janvier 2019 sur les particularités comptables du secteur non lucratif, c'est-à-dire le monde associatif et le monde des fondations, et qui a été mise en œuvre à partir du 1er janvier 2020. C'est des règles qui permettent de faire ressortir des mouvements extra-comptables, c'est-à-dire l'importance du bénévolat qui doit être évalué, le bénévolat dans une association, avec, je dirais, une sorte de partie double, le bénévolat en profit et, bien sûr, la contribution volontaire au niveau des charges. C'est-à-dire que dans le dossier extra-comptable, on a d'un côté ce que j'appelle l'élément apporté par les bénévoles et de l'autre côté, on a en charge, si on peut les appeler comme ça, l'expression contribution volontaire. Dans ce numéro, on parle aussi de la suppression qui a été un élément déclenchant pour favoriser l'épargne salariale. On a supprimé le forfait social pour les nouvelles entreprises qui allaient s'engager dans l'épargne salariale. Parce qu'à l'époque où je parle, en 2019, le forfait social était encore de 20%, ce qui était un frein pour les entreprises qui devaient supporter 20% de charges, bien sûr, pour la mise en place de l'épargne salariale. Donc tout ce numéro de janvier 2019 rappelle, bien sûr, plusieurs numéros. C'est tout d'abord l'audit légal
dans une société utilisatrice je dirais, de la mise en place d'un SSP, c'est-à-dire, vous le voyez, la nature des prestations et leur importance. Ça, c'était le rappel de ce travail intéressant. Ensuite, il y avait des articles que je n'ai pas regardés. C'est la prime exceptionnelle, le panorama. Il y avait toujours des choses à revoir. Alors, remboursement des frais ou remboursement de débours ou refacturation des frais, ce n'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, vous avez, et là, c'est ça qui est très important, les amis, je vous insiste beaucoup, supposons que vous ayez une question sur les associations et les nouvelles règles, eh bien, vous avez les pages qui sont là, c'est-à-dire, vous avez actuellement, vous êtes à la page 11, et vous avez la page 12, et la page 13. Alors, vous avez la page 11 et 12. Moi, je mettrai cette page 11 et 12. Alors, vous allez prendre une feuille de brouillon avec vous à côté pour noter toutes les pages des revues qu'on va parcourir qui me paraissent importantes pour votre lexique documentaire. Et vous parlerez de tout ce que je suis en train de faire, aussi bien cette séance-ci que la séance qui vont venir par la suite. Et vous verrez que toutes mes recommandations seront hyper importantes. Là, vous avez la page 11 et 12 à photocopier pour votre lexique documentaire, et c'est de revoir, je dirais, les nouveautés dans les mondes associatifs. Donc, vous allez faire dans votre lexique documentaire association, et vous allez faire le titre qui est ici et qui est le secteur non lucratif de nouvelles règles de l'ANC qui ont été appliquées depuis 2019. Les principales mesures de la loi de finances, on ne va pas s'en prendre des pages et des pages, non. Il y a le forfait social qui a été supprimé, je l'ai dit, c'est supprimé depuis le 1er janvier 2019, ce qui a donné un coup d'accélérateur à l'épargne salariale. Nous y reviendrons sur l'épargne salariale. Ensuite, il y a toute la déclaration de modèles extra-financiers qui s'accompagne aussi d'une chose que beaucoup de cabinets ont négligée. On l'a vu, c'est la responsabilité sociétale des entreprises et qui permet de pouvoir dégager de nouvelles informations au niveau des sociétés en particulier. Et ça, la déclaration de performance extra-financière, c'est quelque chose qu'on n'a pas l'habitude de voir, mais qui est réservé, bien sûr, aux informations RSE, qui n'ont pas été, et c'est ça qui est grave, plus de 50% des entreprises en France ne sont pas informées des obligations de la RSE. Et ça, c'est quand même important de le rappeler. Donc, ce problème, si vous voulez, de la RSE n'est pas tout à fait à éliminer de la question du 16 novembre. La RSE est en pleine vogue. D'ailleurs, vous l'avez vu, le commissariat aux comptes et sa formation ont prévu des formations sur la RSE. Et ça, j'avoue que c'est hyper important. Alors, je vous rappelle ici maintenant le gros chapitre de ce dossier. Je ne vous demande pas de le photocopier. C'est le problème comment évaluer au mieux possible des entreprises. Michel Ternisien est un monsieur de très grande valeur qui a été longtemps au Conseil supérieur. Maintenant, il est en définitive indépendant. Il était bien souvent attaché comme collaborateur permanent au Conseil supérieur. Et il a fait beaucoup d'articles dans la revue Fiduciaire Comptable et il est très intéressant pour lui. Alors, il est évident que je vais vous rappeler, moi, des formules qu'on utilise régulièrement. Quand on est dans une société, on prend le résultat fiscal de l'année, par exemple, 2019, de l'année 2020 et de l'année 2021. On affecte le coefficient 1 à l'année 2019, le coefficient 2 à l'année 2020 et le coefficient 3 à l'année 2021. On fait les multiplications correspondant à ces 3 années. On a un total
et vous le comprenez bien, puisque j'ai 1, 2 et 3, un total que je vais diviser par 6. Je vais avoir un résultat de référence fiscale de la société. Ce qui va me permettre, à travers ce résultat fiscal, en prenant un taux compris entre 5 et 8%, de pouvoir avoir une première estimation d'une société à travers son résultat fiscal et non pas son résultat comptable. Le résultat fiscal est beaucoup plus probant au niveau de personnes susceptibles de racheter une entreprise que le résultat comptable qui peut être l'objet d'écriture comptable volontairement pour minorer le résultat comptable. Le résultat fiscal, a priori, vérifié par l'administration, est la base la plus solide de mes calculs. Donc, je répète, vous affectez un coefficient 1, 2 et 3. Deuxième cas de figure, les amis, voilà comment moi je procédais. Deuxième cas de figure, c'est l'aspect de l'entreprise individuelle. Alors, l'entreprise individuelle, je prenais le résultat fiscal, mais attention. Dans le résultat fiscal, il y avait la récompense du travail de l'exploitant et la récompense découlant, bien sûr, de son activité que j'appelle le profit résiduel. Alors, pour éviter de prendre son travail en compte, voilà comment je procède. Je prenais donc le résultat fiscal de 2019, 2020 et 2021 de mon entreprise individuelle. En accord avec les différentes parties, c'est-à-dire en particulier l'acheteur éventuel, l'éventuel expert comptable présent et moi collaborateur, je calculais la rémunération normale que devrait avoir le dirigeant de l'entreprise s'il était salarié dans une autre entreprise. Et en enlevant pour chaque année une rémunération probable comme salarié du dirigeant, j'avais ce que j'appelle le profit résiduel de l'année 2019. J'augmentais un peu la rémunération pour 2020 et j'augmentais un peu par rapport à l'inflation la rémunération 2021. Ça me permettait d'avoir 3 profits résiduels qui ont un point commun avec le résultat fiscal de la société. Et c'est pour ça que je prenais le profit résiduel de l'année 2019, je multipliais par 1, je prenais le profit résiduel de l'année 2020 que je multipliais par 2 et le profit résiduel de l'année 2021 que je multipliais par 3. Je faisais une multiplication de ces 3 travaux et je divisais ensuite le total obtenu par 6 et j'avais un profit résiduel, ce qui me permettait de pouvoir générer une autre estimation de l'entreprise individuelle par rapport à des pourcentages qui étaient discutés avec mes différents partenaires et éventuellement avec l'expert comptable du repreneur éventuel, parce que nous avions des réunions entre l'expert comptable de l'acheteur, l'expert comptable du repreneur éventuel, et tout ça, ça discutait à travers plusieurs bases. Et bien souvent, on avait plusieurs multiples qui apparaissaient, mais là, c'est pour répondre à la notion de multiples que j'ai fait cette précision pour vous montrer comment on peut évaluer d'une manière rapide, mais qui n'est pas forcément suffisante, parce que derrière cela, il y a plusieurs paramètres qui interviennent. C'est par exemple la compétence du personnel et sa durée dans l'entreprise. C'est aussi la qualité des clients, les honoraires moyens des clients, ou plutôt les factures moyennes, la rotation du client, parce que ce n'est pas forcément un cabinet d'experts comptables que je suis en train d'analyser, mais c'est aussi bien sûr tout un ensemble d'éléments qui rentrent en compte, parce que la valeur du personnel qui devra être prise dans le contrat de vente jouera un rôle aussi, soit positif ou négatif, pour corriger les évaluations qui auront pu être faites. Bien souvent, c'est un cocktail de valeurs qui rentre dans la discussion entre les conseillers de l'acheteur et les conseillers du vendeur pour arriver à un prix qui est le prix que tout le monde attend. C'est le prix que souhaite payer l'acheteur. Et une fois qu'on a le prix qui est
souhaité par l'acheteur et qui est l'accord du vendeur. Donc, ce n'est pas des règles précises, il y a aussi le face-à-face qui est relativement important entre l'acheteur et le vendeur. Ça, c'était pour janvier 2019. Nous passons à février 2019, rapidement, la revue fiduciaire comptable. Alors là, c'est toujours le gros travail de chaque année que nous avons à potasser, c'est l'arrêté des comptes de l'année. C'est-à-dire, comme cette année 2021, il y a l'arrêté. Alors là, on travaille rapidement les écritures qui ont été précisées pour tout ce qui est crypto-actif. Depuis que j'ai assisté à je dirais, Patrimonia, où j'ai assisté à une conférence sur les crypto-actifs, je n'ai plus envie de procéder au mot crypto-monnaie. Parce que les intervenants qui sont des grands professionnels des crypto-actifs nous ont bien fait comprendre que ça n'a rien à voir avec une monnaie, puisque ce n'est pas du tout un rapport, même si on lui donne une valeur en euros. Alors, comment expliquer la différence entre une monnaie et une crypto-actif? Eh bien, la monnaie est rattachée à un système monétaire qui plus ou moins éloigné de la valeur en or. C'était bien sûr l'ancien système monétaire international. Actuellement, il est rattaché par rapport à un cocktail de monnaie. Donc, en valeur, je dirais réelle, il ne vaut rien. Vous lui mettez le feu, en 5 secondes, il est brûlé. Mais pourquoi on donne tant d'importance au papier? C'est parce qu'on est basé sur une monnaie fiduciaire et on lui donne la confiance. Par contre, vous allez me dire, mais je ne comprends pas pourquoi tu parles maintenant de crypto-actifs. Alors, la valeur du crypto-actif, c'est quoi? Eh bien, ça n'a aucune base. Alors, la base, c'est quoi? Eh bien, c'est la valeur que va mettre quelqu'un qui va vous racheter votre Bitcoin. Et c'est ça, c'est assez particulier, c'est du jeu du quitte ou double, c'est-à-dire que ça n'a aucun lien avec un élément concret, ça dépend de la valeur que va vous mettre, c'est-à-dire c'est une question aussi de confiance, mais pas la même confiance qui est basée sur quelque chose qui est réglé par des règles internationales, mais c'est basé sur, je dirais, de l'offre et de la demande. Donc vous imaginez les risques que vous prenez. Vous achetez un bitcoin, alors certains l'ont acheté à 1 euro, et aujourd'hui ils peuvent le revendre. Alors là, ils peuvent le revendre à quelqu'un qui veut bien l'acheter, à 60 000 euros. Mais là, il va l'avoir les 60 000 euros, parce que le gars, il va devoir vider les 60 000 euros sur un compte qui est lié à votre crypto-actif. Mais c'est du risque, parce que regardez un petit peu tout ce qui a pu se passer. Je vais prendre un autre exemple pour démontrer qu'il y a moins de risques avec le marché financier classique. Vous avez Amazon. Amazon, qui est une société que vous connaissez, parce que qui n'est pas client d'Amazon, moi je ne connais pas beaucoup qui n'ont pas été un jour clients d'Amazon. Personnellement, je suis un client d'Amazon assez régulier pour tout ce qui est un petit peu informatique, etc. Bref, je reviens là-dessus. Amazon, à un moment donné, était invité à acheter des caisses. Amazon à 2 euros. Amazon est parti jusqu'à 45 000 euros et il est redescendu, écoutez bien, à 6 euros. Vous imaginez, 45 000 euros, c'est redescendu à 6 euros pour des raisons que vous avez vues en 2008, etc. Et aujourd'hui, il est revenu autour de 30 000 euros. Donc c'est pour vous dire que acheter une action Amazon, c'était aussi quelque chose, mais Amazon a quand même une réalité financière que n'a pas le Bitcoin. Le Bitcoin repose, et ça, il faut que vous le sachiez, les cryptoactifs, comme son nom l'indique, c'est des cryptos, c'est un jeu d'écriture, crypto, c'est un jeu d'écriture, qui repose sur le fait de trouver un client que veut bien vous racheter en monnaie sonnante et trébuchante, le Bitcoin que vous lui avez proposé par les échanges par Internet. Tout se fait par Internet. Alors ensuite, vous avez le problème de transition au niveau du numérique des cabinets d'expertise comptable, je ne vais pas revenir. Après, vous avez toutes les méthodes de l'arrêté des comptes dans cette revue. Alors ensuite, vous avez la provision dans une association. Il est évident qu'une provision est possible dans une association à la condition qu'elle soit bien sûr prouvée, démontrée, et c'est le rôle bien sûr de répondre
a cet intérêt de pouvoir faire une provision. Après, c'est l'absorption d'une mère par sa filiale et rapport du CAC 40, du commissaire aux comptes, pardon, parce que le CAC, ça fait penser à CAC 40. Donc, c'est l'analyse qui vous est refaite par le comité des commissaires aux comptes. Alors, participation à l'intéressement. Alors, ne confondons pas, les amis, l'intéressement, la participation et les contributions volontaires des différents salariés et l'abondement. Il y a 4 choses à ne pas confondre. L'intéressement, c'est une formule qui est proposée souvent par le comptable de l'entreprise ou l'expert comptable et qui est à proposer à la directe qui a aujourd'hui un autre nom au niveau de chaque département ou région. C'est cette directe, entre guillemets, qui a un autre nom, mais je ne m'en souviens plus, quelqu'un s'il le sait, il peut me le rappeler, parce que c'est depuis l'an dernier qu'il y a un autre nom, au début de cette année, pardon, qu'on a changé l'appellation de la directe. On aura l'occasion de voir dans les pages qui vont suivre. Alors l'intéressement est adopté par la directe et ensuite il est adopté par l'URSSAF. Parce que sans cet accord, vous ne pouvez pas bénéficier de l'aspect intéressant sur le plan social et fiscal de l'intéressement. L'intéressement ne doit pas appauvrir l'entreprise. Et je crois que les gens ne l'ont pas bien compris. L'intéressement, c'est un moyen de motiver le personnel, mais moi, mes formules d'intéressement sont toujours basées sur des flux entre une année de référence et l'année dans laquelle je suis. C'est-à-dire que moi, j'ai proposé des formules à mes clients qui étaient basées sur une année de référence, par exemple l'année, j'ai n'importe quoi, l'année 2020, et je calculais par exemple le BE de l'année 2020, et j'avais en 2020 un nombre de collaborateurs. En 2021, je calculais le BE, mais le nombre de collaborateurs avait augmenté ou avait diminué, ce qui faisait que je ne pouvais pas comparer objectivement 2 EBE de 2 années consécutives s'ils n'avaient pas le même nombre de collaborateurs. C'est pourquoi, pour éviter une comparaison fausse, je faisais un EBE corrigé par la proportionnalité du nombre de personnes qu'avait l'année 2021 par rapport à 2020. C'est-à-dire que la différence d'EBE entre 2020 et 2021 était corrigée en fonction, donc j'avais donc un moyen de pouvoir modifier la différence d'EBE totale en 2020 par rapport à 2021, pondérée par rapport au nombre de salariés. Si le nombre de salariés était le même, la pondération était de 1 et la différence entre l'EBE 2020 et l'EBE 2021, corrigée de l'inflation, permettait d'avoir une base de calcul pour l'intéressement. La base de calcul de l'intéressement avait été simulée avec la direction parce que cette direction ne faisait l'intéressement que si les résultats étaient atteints. Si les résultats n'étaient pas atteints, on n'avait pas, bien sûr, d'intéressement. Donc l'intéressement n'est pas une prime du 13e mois, c'est un calcul qui dépend de la formule que vous avez choisie. Donc moi, j'arrivais à faire EBE des 2 années consécutives et je le pondérais par rapport au nombre de salariés. Et à partir de là, on avait simulé un certain nombre de réalités avec le dirigeant. On avait évalué qu'on pouvait affecter 5% de l'augmentation de l'EBE en valeur corrigée d'abord avec l'inflation et 5% étaient ensuite répartis entre les salariés, soit de manière égalitaire dans certaines entreprises, soit de manière proportionnelle au salaire, avec une limite que la loi nous rappelle pour les hauts salaires de ne pas dépasser un certain nombre de fois le plafond de la sécurité sociale
pour éviter que certains collaborateurs se prennent une grande majorité de l'intéressement. Donc il est évident que l'égalité était celle que prônaient les syndicats entre tous les salariés. Quand vous avez une petite entreprise PME, c'est souvent le cas de la répartition. Ça, c'était l'intéressement, formule. La participation, ça n'a rien à voir. La participation, elle est obligatoire s'il y a un résultat, bien sûr, par une formule légale. Par une formule légale qui est calculée sur le bénéfice fiscal, moins 5% des capitaux propres, à définir les capitaux propres, multiplié sur salaire brut, sur valeur ajoutée, qui n'a pas forcément la même valeur ajoutée que les soldes intermédiaires de gestion. La participation découle du code de travail. Elle n'est pas obligatoire, elle est facultative pour les entreprises de moins de 50. Mais la formule de la participation est imposée. On peut aussi prévoir des formules dérogatoires, mais ces formules dérogatoires sont encadrées par rapport à des bases que la loi a imposées. Donc, on ne peut pas utiliser la participation dans des formules qui, par exemple, si vous avez une entreprise à caractère familial, vous avez papa, maman, les 2 fils et les 2 belles-filles, ça fait 6 personnes, qui sont les seuls salariés d'une entreprise, je dirais, de confection agricole. Ils fabriquent des conserves de pêche, par exemple, c'est n'importe quoi. Eh bien, ils auraient pu s'organiser pour faire une participation, je dirais, avec dérogation, pour se permettre de s'accorder le maximum de rémunération sous la forme de la participation, pour éviter de payer des impôts et pour éviter de payer des charges. Donc c'est pour ça que les formules dérogatoires sont encadrées pour éviter des abus. Quand on encadre quelque chose, c'est toujours pour éviter des abus. Mais rien n'empêche, écoutez-moi, une entreprise de faire l'intéressement, comme chez Renault, comme chez Peugeot, comme toutes les grandes entreprises, comme chez Carrefour, comme chez Auchan, de faire la participation quand le résultat le permet, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, aujourd'hui, la participation est égale à 0, parce que la formule ne peut pas être appliquée, puisque 5% des capitaux propres est supérieur au bénéfice fiscal. Donc forcément, vous avez du négatif. Quand vous avez dans une formule du négatif, vous n'avez rien à distribuer. Et comme l'intéressement aussi n'est pas forcément obligatoire, puisqu'il n'est pas atteint. Supposons que le BE de l'année 2021 soit inférieur à l'année 2020, en pondération avec le nombre de salariés, il n'y aura pas d'intéressement. Donc l'intéressement, c'est une formule aléatoire, et la participation, c'est une formule obligatoire, mais qui dépend des résultats et qui est donc aussi aléatoire. Alors ces 2 sommes qu'un salarié peut recevoir, il peut les mettre sur quoi? Eh bien ça, c'est la nouvelle application. L'entreprise pouvait depuis très longtemps, avant l'épargne salariale, ouvrir ce qu'on appelle un plan d'épargne d'entreprise, qui permettait aux salariés de mettre tout ou partie de sa participation à l'intéressement sur un plan d'épargne d'entreprise. Quel était l'avantage? Eh bien, les sommes versées sur un plan d'épargne d'entreprise sont exonérées pendant 5 ans. Et au bout de 5 ans, le salarié peut reprendre ce qu'il a déposé voici 5 ans et reconstituer un versement à partir de la 6e année correspondant à sa participation à l'intéressement qu'il va recevoir et le remettre. Et au bout de 6 ans, le salarié, quand il a atteint les 6 ans, eh bien, la 6e année, il peut reprendre sa participation de l'année correspondant à 5 ans en arrière, où l'intéressement est sans impôt. À partir de la 7e année, il peut reprendre la participation qu'il avait mis lors de la 2e année, etc. Donc, il peut, à partir de la 6e année, le circuit est engagé. On peut retirer de l'argent des participations ou intéressements qu'on a eu 5 ans avant. Donc, il faut attendre 6 ans pour récupérer son argent, mais on est totalement exonéré, sauf de CSG, malheureusement, de CRDS, mais on est quand même exonéré de toutes les charges qui accompagnaient des versements classiques de salaire ou de rémunération périphérique. Ça, c'est la première formule de versement qu'un salarié pouvait avoir sans que l'épargne salariale soit proposée. Par contre, l'épargne salariale
a repris en son sein le plan épargne entreprise, mais l'a ajouté un autre produit qui ne sera disponible que pour la retraite. Ce produit a été le PERCO. Le PERCO, c'est un plan d'épargne retraite qui n'est utilisable que à l'issue de la retraite. Et ce PERCO peut être nourri également, bien sûr, par des versements de l'intéressement et des versements à la fois aussi de l'intéressement et de la participation. Et ce PERCO, l'inconvénient qu'il a, c'est qu'il n'est pas donc exploitable, sauf démission, sauf décès de votre conjoint ou décès de vous-même. Là, bien sûr, on a le PERCO qui est totalement disponible. Je rappelle à ceux qui viennent de nous rejoindre que l'UV2 a commencé à 9 h. Nous sommes en train de parcourir la revue fiduciaire comptable de 2019. Nous allons aller un peu plus vite par la suite, mais là, j'étais en train de revoir les formules relatives à l'épargne salariale, à l'intéressement et à la participation. J'étais en train de vous dire que les personnes pouvaient donc mettre en place l'intéressement et la participation avec des formules que j'ai expliquées dans les minutes précédentes, et la vidéo que j'ai réalisée ce matin vous permettra de revoir sans cesse tout ce que j'ai pu dire pour cette information. Mais je n'ai pas terminé. Il est évident que ces deux produits de l'épargne salariale, plan épargne et PERCO, peuvent être nourris par deux autres possibilités. Tout d'abord, les versements volontaires du salarié. Pourquoi un salarié aurait-il intérêt à faire des versements volontaires de son épargne personnelle sur ces produits? Ben, ces produits sont aussi des produits qui sont des niches fiscales et des niches sociales, parce qu'au moment de la sortie, on n'a pas de fiscalité et on n'a que la CSG, le CRDS. Donc, on n'a que de CRDS sur les plus-values qu'on a réalisées. Donc, on a, grâce à l'entreprise qui nous offre le PERCO et qui nous offre le PE comme produit de niche fiscale, le salarié peut faire des versements volontaires. Mais attention, pour éviter que le salarié qui vient de gagner au loto mette des sommes énormes sur son plan épargne, il est limité par rapport à son résultat fiscal qu'il a au niveau des salaires qu'il a obtenus ou de sa déclaration fiscale. Il ne peut pas verser plus de 25% de sa rémunération de l'année précédente sur les versements volontaires. Ça, c'est hyper important. Pour revenir maintenant, donc c'est les versements volontaires, à la fois, n'oubliez pas, du salarié, mais pour les entreprises de moins de 100 salariés, j'ai bien dit de moins de 100 salariés, sociétés ou entreprises individuelles, le dirigeant et son conjoint peuvent aussi faire des versements volontaires qui sont aussi limités par rapport à son revenu fiscal de l'année précédente, et on ne peut pas verser tout sur les versements volontaires, même si on ne peut pas tout verser, on est limité par rapport à son résultat fiscal. Mais ça n'empêche pas que grâce à ces deux produits proposés par mon entreprise, on a bénéficié de deux niches fiscales qu'un particulier qui n'est pas, par exemple, un fonctionnaire, ne bénéficie pas de ces niches fiscales. Parce qu'un fonctionnaire en France n'a ni de plan épargne d'entreprise, ni de PERCO. Donc, c'est pour vous dire que ces produits ont une très grande, je dirais, effervescence actuellement, parce que compte tenu que la retraite générale va baisser incontestablement, il est évident que les produits d'épargne salariale vont être de plus en plus utilisés. Et c'est vous, en tant que candidat, de rappeler que ce sont des niches fiscales et sociales. Ça, c'est important. Alors, il y a le quatrième point important, c'est l'abondement du chef d'entreprise. L'abondement qui est éventuellement des sommes que donne en plus
l'entreprise par rapport à des résultats obtenus. Il est évident que l'abondement, c'est une formule qui peut s'appuyer sur l'intéressement. Alors vous allez me dire, si j'ai déjà distribué l'intéressement, je ne vais pas faire d'abondement. Ça, c'est évident. Mais on peut trouver une formule différente de l'intéressement pour calculer l'abondement. Mais l'abondement dépend aussi des sommes que le salarié a versées à la fois sur son PE et à la fois sur son PERCO. Les sommes versées proviennent de 3 catégories. S'il a versé la participation, s'il a versé l'intéressement, s'il a versé éventuellement aussi, bien sûr, son versement volontaire. Alors, grâce à ces sommes versées, c'est là où l'expert comptable et le dirigeant d'entreprise ont un rôle à jouer énorme. Parce que l'abondement est compris entre 1% et 300% des sommes versées par le salarié sur ses comptes respectifs. Donc, on peut faire un abondement pour le PEE et on peut faire un abondement pour le PERCO. Mais je répète, cet abondement est remis en cause chaque année. Il est remis en cause par rapport aux résultats que l'entreprise a générés et il doit être compris entre 1% et 300% ou 0%, parce qu'il y a des années, on ne va pas faire d'abondement du tout. Alors vous imaginez un salarié qui a, je dirais, mis 500 € sur son PE. 500 € provoqués par 100 € de participation. En effet, il avait une participation de 1000 €, mais il n'a pas tout versé. Il a pris 900 € pour lui, mais là, il a payé, il n'a pas pu parce qu'il a fallu qu'attendre 3 ans. Mais donc, il a versé toute sa participation, donc ça fait 1000 €. Et il a versé son intéressement à raison de 100 € parce qu'il avait un intéressement de 600 € cette année, mais il a préféré prendre les 500 € sur sa fiche de paye, ce qui lui a bien sûr occasionné des charges sociales, à la fois pour l'employeur et à la fois pour l'employé, comme si c'était un salaire. Donc, sur les 500 € qu'il a pris tout de suite, il a payé tout. Mais par contre, sur les 100 €, il les a mis sur son compte PE. Alors, supposons que je suis l'expert comptable et nous savons combien chaque salarié a versé sur son